Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez le Podcart, votre podcast d'Airsoft pour une nouvelle émission au format carton. C'est dans ces émissions que nous partagerons avec les organisateurs la vie de leurs OP, en commençant par la création. Chant de pavot, trois mots iconiques qui résonnent dans la tête de beaucoup de dinosaures de notre discipline. 16 ans après, une suite aux deux premiers opus est portée par Dixman. Que lui est-il passé par la tête? Comment cette OP a été créée? Comment l'OP s'est déroulée? Et qu'est-ce que les joueurs en ont pensé? Vous aurez toutes ces réponses après le générique d'introduction. Nous voici de retour, chers auditeurs, après le générique, et je suis en compagnie de Dixman. Dixman, comme il est de coutume, étant donné que c'est la première fois qu'on entend ta voix lors d'un épisode, tu vas devoir te présenter. Salut Artemis, moi c'est Sébastien, j'ai 42 ans. On va dire que je suis un joueur plus ou moins assidu depuis 2004. J'ai fait une petite pause vers 2012-2013. J'étais un petit peu saoulé par l'ambiance qui avait changé. La pause a continué jusqu'en 2023. Sacrée pause. C'était une pause où j'ai fait d'autres activités un peu plus rapides, de la moto, de l'hélico, de l'avion, plein de trucs. En 2023, on était avec quelques copains, les copains historiques de Airsoft Sud à l'époque, et on s'est dit qu'on allait peut-être se faire une petite partie revival pour se rappeler un petit peu les sensations. Alors bon, je n'allais pas venir avec un flingue tout pourri, donc je me suis acheté une nouvelle réplique, quelques chargeurs, le nécessaire pour au moins jouer au minimum. Bref, je me suis équipé, je suis parti à Montpellier, on a joué 2 heures parce qu'il faisait trop chaud et qu'on a tous vieilli, et derrière, je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir acheté tout ce matériel et de plus rien en faire. Je vais pas le revendre, je ne vais pas le mettre dans un placard et attendre d'avoir 80 ans. Ça a donné lieu à d'autres négociations. J'ai la chance énorme d'avoir une épouse qui supporte toutes mes lubies. Je dois négocier quand ça va commencer à prendre du temps et qu'on ne pourra plus passer assez de temps ensemble, mais dans l'ensemble, elle me laisse quand même pas mal faire ce que j'ai envie. Je me suis rendu compte que j'étais toujours aussi piqué par le virus de l'airsoft. J'adore ça. J'aime me travestir en militaire, vu que je fais ça tous les jours. J'aime prendre le flingue et aller passer des bons moments de camaraderie. Je suis vraiment piqué. La petite différence qu'il y a entre 2012-2013 quand j'ai arrêté et 2023 quand j'ai repris, c'est que là, je gagnais vraiment bien ma vie. Ça, c'est important pour la collectionnite. Il faut soigner sa collectionnite. Il faut lui appliquer du baume, tu vois. J'avais pris ma décision, je devais me remettre à jouer. Je me suis renseigné. J'ai fait comme tout le monde. J'ai pris Internet et j'ai regardé ce qu'il se passait du côté de la région toulousaine. Et là, je suis tombé sur le kart. J'ai choisi un club qui jouait, c'était l'ASTP de Homer. Oh oui, ça remonte, ouais. Et après, CIA et compagnie, j'ai commencé à croiser des gens, à discuter, c'était sympa. Et en fait, c'est vrai que quelque part, ça se voit pas forcément comme ça parce que je lutte contre un côté petit ours bien établi, ou quand j'estime que la discussion a assez duré, je vais me mettre dans mon coin. Mais là, non, ça se passait bien. Je me suis dit, bah, c'est cool, continuons. Et j'ai continué, j'ai continué. Et puis, comme n'importe quel airsofter, je commence avec un M4. Oh, pourquoi pas un deuxième? Oh, une bonne occasion là qui traîne. Oh, machin. Et c'est comme ça que tu finis avec une collection. Toute épreuve. Ça, tout le monde le sait dans l'airsoft. Pour terminer ta présentation, en tant que joueur, tu te définirais comment? Parce qu'on va voir ta facette organisateur, mais ta facette joueur, Alors déjà, il faut comprendre quelque chose sur moi en tant que joueur, c'est que je suis pas très bon. C'est pas là mon délire. Mon délire, c'est je suis un peu un branleur touche à tout, additionné d'un petit complexe du Saint-Bernard. Donc en gros, je ne sais pas pourquoi c'est toujours moi qui hérite de ce putain de poste de médic. Et sinon, j'ai pas vraiment de style en fait. J'aime bien mélanger le sérieux et la connerie. C'est-à-dire que tout mon passif me donne des bases avec lesquelles je déconne sur le terrain. Si tu regardes à l'époque chez Airsoft Sud, nous on jouait surtout les cils. Alors c'était un délire qui m'avait pris juste après avoir vu le film de Bruce Willis, Les Larmes du Soleil, réalisé par Antoine Fuqua. Super film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça date de 2006. J'avais même la tenue. Bon, le délire était plutôt bon parce que j'ai beaucoup de copains du fief montpelliérain qui m'ont rejoint dedans. Et en fait, on commençait à jouer les Navy Seals avec moi. On s'est retrouvé avec un groupe de combat complet et surtout, ils m'ont choisi comme chef. Un mouvement stupide peut-être, je sais pas, ou alors peut-être qu'ils ne voulaient pas la responsabilité. Ils m'ont choisi comme chef. Donc je pense à Yaya, Cramp, Snake, Sepo et d'autres personnes. Maintenant, les autres ne jouent plus de ce groupe-là, donc je suis le petit Navy Seal tout seul. Bon, il faut savoir que quand j'ai commencé ce délire, il n'y avait pas autant de tapage qu'il y a pour des Navy Seals. Ils n'avaient pas encore tapé Oussama Ben Laden, etc. Le groupe des Navy Seals, depuis quelques années, il y a beaucoup de tapage autour. Je me suis monté une petite tenue qui va différer un petit peu de ce qu'on peut voir partout. Tout le monde prend des casques high cut et tout ça. Moi, je prends un vieil IBH parce que j'ai envie d'avoir un vieil IBH. tu as envie d'être vintage, hein. Alors après, je prends tout ce qu'il y a de meilleur et qui me plaît le plus et je le colle ensemble
parce que je suis un petit peu bricoleur, qui fait que je me retrouve avec des casques old school qui ont des attributs dessus qui sont beaucoup plus performants, qui vont pouvoir me servir. Alors maintenant, je suis plus un Navy Seal, je suis surtout un Heavy Seal. Je joue depuis presque 20 ans en Tiger Stripe parce que j'adore les Tiger Stripe. J'en ai 3 différents, j'en mangerai au petit déjeuner. Pour tout le reste, moi ce que j'aime c'est les vieux bousins, style le M4 typé Irak Afgha, M14, le MP5 SD, le SIG 552, tous ces vieux flingues là. Donc je me qualifie clairement comme old school ou plutôt vintage. Je suis un vrai dinosaure quoi. J'ai même connu la bille qui n'était pas bio. Imagine, une bille pas bio. Inconcevable de nos jours. Ouais, tu sais, moi, les premières répliques que j'ai eues entre les mains, j'étais gamin, j'avais le pistolet fête foraine avec la bille, orange. J'ai connu le pas bio. Ah oui, c'était pas bio. Ça c'était vraiment pas bio du tout là pour le coup, tu vois. Pourquoi tu es revenu 16 ans après? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer sur les anciens Chants de Pavot qui t'ont donné envie de recréer une suite, mais bien des années après Chants de Pavot 2? En 2008, j'étais joueur sur Champ de Pavot 1. C'était une OP organisée par Oni, qui est un ami de longue date. À Champ de Pavot 1, j'ai découvert un délire convivial avec des super tenues. C'était un sujet d'actualité à l'époque. L'Afghanistan, on était clairement dedans. C'était un sujet d'actualité, mais qui ne prêtait pourtant pas à rire. Et pourtant, on a réussi à faire un délire convivial sur quelque chose de Sur un sujet de société, ouais. qui était sérieux. Ce côté OP bien sympathique m'avait beaucoup plu. Et donc, on avait monté un groupe de 4 syllabes et on avait adoré Chant de Pavot 1. Oni voulait pas spécialement faire de Chant de Pavot 2, donc je lui ai demandé très gentiment de monter Chant de Pavot 2. C'était son bébé, donc j'ai monté Chant de Pavot 2. Mon oncle habitait aux Rives, sur le plateau du Larzac. Le terrain, c'était une perle. Pour te rendre compte de ce qu'était le terrain de Chant de Pavot 2, il faut regarder le film d'Alain Chabat. Et là, tu vois le terrain d'airsoft. Il était carrément airsoftable. Les distances étaient bonnes. Il y avait des rochers, des buissons, des arbres, mais pile aux bonnes distances derrière lesquelles tu pouvais te cacher. Tu pouvais monter sur les rochers, tirer d'en haut, tirer d'en bas. Enfin, c'était une tuerie. Chant de Pavot 2 a eu un retour plutôt très bon dans l'ensemble. Même excellent, hein. Il y a même des dinosaures qui, quand ils sont passés dans le podcast, en ont parlé comme quoi c'était la meilleure OP de leur vie. Chant de Pavot 2 a eu beaucoup de succès dans une petite mesure, hein. Il faut rester quand même à sa place. C'était une OP de 70 ou 75 joueurs, donc c'était pas non plus un truc dingue où tu débarques comme à Border War à je ne sais combien de milliers de personnes. Mais par contre, on avait réussi notre mission. J'avais pris les codes de Chant de Pavot 1 et j'ai fait de mon mieux pour les amplifier. Et ça, c'était ma première organisation d'OP, imagine, en 2008, avec Snake et Suisse, les deux mêmes. Snake, qui d'ailleurs avait fait l'organisation de Chant de Pavot 1. Suisse, qui était joueur sur Chant de Pavot 1. Donc on a la même équipe depuis le début. Et Oni, l'organisateur de Chant de Pavot 1, était là à Chant de Pavot 2 comme joueur et à Chant de Pavot 3 comme PNJ, avec sa fille. Donc il va y avoir une transmission de pivot. Ah oui, je vois, ouais. Donc, 2009, on finit Champ de Pavot 2. On se dit, on va faire Champ de Pavot 3 sur le même terrain. Mais bon, les proprios ont vu qu'on était quand même assez nombreux. Ils ont compris qu'on avait pris un petit peu d'argent, mais c'était pour acheter le matériel, parce qu'on a une philosophie que je t'expliquerai tout à l'heure. Alors, on n'est pas là pour s'enrichir sur le dos des joueurs, on est là pour faire l'OP, et à la fin, on a zéro bénéfice. On veut pas ça, non. On est là pour les joueurs. Ce qui est normalement la façon de faire des associatifs, vous n'êtes pas des ERP qui sont là pour gagner leur vie. Voilà, mais nous n'aborderons pas ce sujet. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et moi, c'est pas du tout mon délire. Les proprios qui se sont montrés très très gourmands, et ça m'a légèrement refroidi. C'est-à-dire qu'on allait passer d'une OP Champ de Pavot 2 à 25 € à Champ de Pavot 3, 100 €. Ça va pas la tête. Surtout qu'à l'époque, personne ne payait 100 € pour faire une OP. Personne. Donc le projet a capoté. On en a parlé pendant 15 ans avec les copains. Ouais, il faudrait qu'on refasse Champ de Pavot 3, Champ de Pavot 2, c'était trop de la balle. Ah, il faudrait, on a qu'à, machin, etc. Oui, les gars, parce que pour faire Champ de Pavot, il faut un terrain. J'ai attendu un petit peu, ça m'est jamais vraiment sorti de la tête. Et puis, là, miracle, un grand alignement des planètes avec ma reprise de l'Airsoft en 2023. Si j'avais pas repris en 2023, je me serais pas replongé dans le milieu et je me serais jamais lancé. Donc ma reprise en 2023, surtout, je suis allé en Lozère dans la maison de famille. Et là, le terrain t'a fait tilt. Je connaissais ce terrain depuis plus de 40 ans et je m'étais jamais baladé là où les gens sont allés jouer pour Champ de Pavot 3. Et là, je vais me balader en 2024 et je me rends compte que le terrain est méga airsoftable. Il se prête grave à quoi? Champ de Pavot 3. Entre-temps, on avait eu le film Du sang et des larmes qui montre. Alors, c'est pas les montagnes afghanes, elles ressemblent pas vraiment à ça. Ça dépend des endroits. Là, on a vu une ambiance du sang et des larmes sur la montagne juste à côté de ma maison de famille. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Quand j'ai vu le terrain, j'en ai parlé avec les proprios qui sont des amis de la famille depuis plus de 40 ans. Là, ça m'a fait tilt. J'ai dit ok, c'est bon, Champ de Pavot 3 va se passer en Lozère, c'est sûr. Donc là, tu as le déclic. C'est le moment où tu te dis: «Je vais préparer cette OP». Comment tu la prépares? Quels ont été les premiers trucs que tu as fait? Ta première étape? La toute première étape, il faut être
certains de trouver les bons emplacements sur le terrain. Donc pour ça, je suis allé me promener de façon un petit peu pirate sur le terrain sur lequel je n'avais pas forcément le droit d'aller, en faisant bien attention à rien abîmer. Et j'ai délimité le terrain tout en observant comment il était foutu. J'ai commencé à me faire mon film tout seul dans ma tête en me disant là il pourrait s'affronter comme ça, à tel endroit il pourrait s'affronter comme ça, etc. Ça m'a aidé à me faire un genre de canevas en tête en me disant si j'amenais deux équipes ici, que se passerait-il? Dans ma tête c'était parti. La seconde partie, c'était établir cette OP. Bon, c'était certain, on allait prendre le thème afghan. Il a plus trop la côte, on est en 2024 à ce moment-là. La France a quitté l'Afghanistan depuis plus de 10 ans. Les Américains sont partis depuis 3 ans à peu près, dans les conditions qu'on sait. Et est-ce que les joueurs sont encore fanas de ça? Maintenant, tout est alimenté par le conflit russo-ukrainien. J'ai l'impression que beaucoup de choses tournent autour. Bon, qui, quoi, quand, comment? Celle-là, c'était facile, c'était la suite directe du 2. Un principe de base que j'ai bien compris avec les années. Si le scénario est trop complexe et trop surréaliste, ça va perdre absolument tout le monde. Si tu sors les bons vieux méchants, les trafiquants qui essaient de soumettre les villageois, forcément ça va demander une réaction. Les airsofters, ils aiment bien s'habiller en force occidentale. Voilà, on va mettre des forces occidentales. Une petite force internationale sortie du chapeau, montée exprès pour ça, avec des éléments du 13e RDP, des Navy Seals, des Green Berets, du SAS, des trucs comme ça. Donc là, j'ouvrais la porte à au moins deux groupes. Je me suis dit, il faudrait qu'il y ait un groupe qui soit vraiment guérilla, un groupe qui soit un groupe de forces spéciales, qui va travailler d'une certaine façon, la guérilla qui va travailler de l'autre. Qu'est-ce que je peux mettre au milieu? Des villageois afghans, c'est parfait. Ils vont être pris en tenaille, et dans ce que je veux faire, ils vont se demander, est-ce qu'on va du côté des Occidentaux ou des trafiquants? Parce que les trafiquants sont quelque part presque nos frères, et les Occidentaux, ben, c'est des étrangers qui viennent là. Oui, ils sont sympas, ils viennent pour aider, mais bon, un, c'est pas efficace, et deux, les Américains n'ont pas cessé de faire des frappes qui sont passées un petit peu à côté, et de tuer d'autres Afghans. J'ai fait progresser le scénario autour de ça, et je me suis dit que j'allais faire une petite équipe supplémentaire pour des papys qui avaient envie de dormir un peu plus confortablement et de faire un peu moins de missions. Les choses ont montré que ça s'est pas tout à fait passé comme dans mon plan, mais comme d'habitude. Ensuite, il a fallu trouver quand. L'été 2025, ouais, c'était pas mal. Jouer en été, ça te garantit de ne pas avoir la pluie qui rend les joueurs misérables. Bon, on a eu l'inverse, comme d'habitude. La loi de l'emmerdement maximum, n'est-ce pas? Pas de pluie qui te tombe sur la figure et qui te ruine le moral. Quelle date? Moi, ce que je veux faire, c'est une OP qui commence vendredi soir pour que les joueurs aient le temps d'arriver. Là, de suite, on les prend, on les immerge via le briefing et on les balance dans la montagne. À peine le temps de respirer, à peine le temps de se préparer. Ça, c'était vraiment l'idéal pour moi, mais c'est impossible de faire venir 80 joueurs pile poil en même temps. Donc, bon, je redistribue les cartes là-dessus. Par contre, je voulais commencer le vendredi soir et finir le dimanche midi. Parce que de toute façon, après 2 nuits de combat, les mecs seraient complètement secs. Et ça, par contre, ça joue de nuit? Comment on fait pour égaliser les chances entre des pauvres types qui n'ont pas de JVN et des mecs équipés de JVN en face? La pleine lune. Voilà, la pleine lune. On va jouer le 9 août. La pleine lune tombait le 9 août, le samedi. Le vendredi, on avait une belle lune. Le samedi, on avait la pleine lune et c'était nickel. Là, je tenais ma base. Et là, il faut développer, il faut trouver des idées et faire vivre. C'est là que j'ai vraiment rigolé. Parce que ce qui est bien avec l'imagination, c'est que c'est pas imposable, c'est gratuit. Donc, je suis un petit peu fait aider par ChatGPT 3 pour générer du texte et de l'enrobage, parce que il faut poser ton idée et réussir à l'enrichir. Très souvent, ChatGPT partait en couille, mais ChatGPT a aussi une bonne connaissance encyclopédique des films, des parties d'airsoft qu'on lui demande, puisque beaucoup de joueurs lui demandent, et puis surtout, il y a une capacité de recherche qui est absolument phénoménale. Je posais tout mon canevas en lui disant j'aimerais trouver ça, 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 est-ce que tu peux me proposer des trucs en plus? Il arrivait à me combler les petits trous que j'avais à gauche à droite. Donc c'est un super outil. Maintenant, il ne faut pas se reposer uniquement dessus, parce que souvent il dit de la merde aussi. Il ne faut pas se reposer dessus, mais super outil. J'ai créé les fameux 3 groupes, puis ensuite le quatrième. Chaque groupe devait avoir des différences complètement notables, que ce soit au niveau de la tenue, des missions, des comportements et des règles supplémentaires. Les règles de base, les mêmes, ultra simples pour tout le monde, mais après, règles complémentaires pour chacun. Exemple type, chez Corayol, si tu n'es pas satisfait de ton chef, tu peux lui tirer une bille dans le dos. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit comme ça mettra la pression au chef pour qu'il soit bon. J'ai pris tout ce gros amas, il a fallu l'organiser, donc j'ai développé mon petit film là-dessus. Mais ce film, il a pris du temps à être développé. Il ne faut pas croire que tout était prêt le 15 avril quand j'ai ouvert les inscriptions. Certains joueurs t'ont aidé en proposant des idées auxquelles tu avais pas Ouais, pensé, ont créé certaines choses. absolument. Par exemple, j'ai demandé à VTS, Vanguard Tactical Services, les mercenaires, s'ils pouvaient me débunker un petit peu mes règles, s'ils avaient des idées, etc. J'ai pioché à gauche à droite, j'ai posé des questions, je me suis renseigné. Ça, c'est super important. Tiens, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, c'était aussi une discussion que j'ai eue avec Suisse, avec Snake. C'est super important que ça pète à la figure et qu'ils se disent ah ouais,
Il a pensé à ça, mais quel problème ça apporte? Donc, on est arrivé petit à petit à faire progresser pour que ça reste le plus simple possible, surtout super simple. Alors, c'est pas forcément simple pour les ITF. Ils vont entendre ça, ils vont s'étrangler parce qu'ils avaient 27 pages de procédures à connaître. En même temps, c'est des forces spéciales et ce que je leur ai donné, j'étais même pas au cran 1 sur 10 de ce que je pouvais leur donner. C'est des airsofters, on est là pour le loisir. Donc rien n'était prêt forcément le 15 avril quand j'ai ouvert les inscriptions. Je me suis fixé plusieurs limites, mais surtout je me suis fixé comme limite d'avoir des retournements de situation possibles. Au 15 juillet, après ça, on verrouille complètement. Troisième étape, il fallait être sûr d'avoir le terrain. Il y avait une partie qui appartient aux amis de ma famille. Eux, ils m'ont dit oui tout de suite. Ils m'ont dit ouais, pas de problème. Pour les autres parties, bon, c'était des gens que je connaissais pas, donc c'est toujours délicat de débarquer chez eux, de leur dire: «Hey, salut, on peut venir jouer aux billes? On est fanas, de se déguiser en mec qui se tire dessus». Donc je me suis fait connaître, on évoque le projet, je les ai invités, on s'est un petit peu mieux connus, on a développé la relation sincère et franchement, ils m'ont fait confiance, ils m'ont autorisé à venir jouer avec les 80 barjots sur leur terre, pour rien. Ils m'ont dit: «On t'ouvre les barrières». Le jour J, les barrières étaient ouvertes, les mecs m'ont accueilli chez eux, ils m'ont offert l'apéro et tout, enfin tu vois, c'était, Convivial. et jusque-là, on tapait dans le juste de ce que je voulais pour cette OP. Les proprios d'ailleurs qu'on a invités au repas de fin de partie, j'étais super content d'être là. Les 80 joueurs leur ont dit un grand merci. C'était vraiment un chouette moment. Donc en quatrième étape, là par contre, il a fallu dimensionner l'OP. Il a fallu faire de la pub, trouver des joueurs, répondre aux questions et surtout le côté financier et les orgas. Et ça prend du temps. Je voulais également laisser leur chance aux joueurs de pouvoir commander. Bon, bien sûr, je suis pas fou, je mets un orga derrière. Mais c'est à eux de commander. Donc j'ai fait passer un casting aux chefs ITF, tous ceux qui étaient volontaires. Donc ça, c'était un point super important. Également, super important, la dispo. On ne peut pas concevoir que tu organises un truc et que tu joues les abonnés absents. Donc pendant 4 mois, jour et nuit, je me suis mis comme un cochon pour répondre plus vite que la hotline Pornhub. Ça, c'est super important pour moi. On me posait une question le plus vite possible, je pouvais répondre. Si je ne savais pas, je délayais un petit peu, je trouvais la réponse et hop, je répondais. Bon, après, il a fallu trouver le nombre de joueurs. Donc on est parti à 120 initialement. J'ai monté tout le budget là-dessus avec des paliers. En gros, j'avais 20 joueurs, j'avais pas trop de confort. 80 joueurs, j'avais pas mal de confort. 120 joueurs, là, c'était le Ritz pour tous les joueurs. On va pas se leurrer, trouver 120 joueurs, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai dû redescendre mes prétentions. On est redescendu à 80, ce qui était idéal aussi pour conserver l'équilibre des forces, mais surtout la qualité. Parce que trouver 120 joueurs quand tu débarques après 16 ans sans avoir fait une OP, mais t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? T'es pas un scam, t'es sûr? Donc merci aux joueurs qui m'ont fait confiance. C'était super gratifiant pour moi. Il faut savoir que on débarque de nulle part, donc c'est un pari autant pour les joueurs qui vont se taper des bornes après avoir payé 40 € pour une OP, qui pourrait très bien être une OP fantôme, que pour moi. Et la maîtrise du budget, ça c'était super important parce que je me voyais pas arriver avec les 3 bouts de ficelle en ayant demandé 80 balles à chaque joueur. Donc on a limité tous les coûts pour les joueurs, parce que je leur en demandais déjà beaucoup, hein. Je leur demandais un dress code. Certains sont venus du nord de la France, du Pas-de-Calais, d'Alsace, de Suisse. Donc j'ai fixé l'OP à 40 € et quoi qu'il arrive, on allait se démerder avec les 40 €. C'est tout. Donc à nous de trouver des solutions. On ne change pas une équipe qui gagne, donc Snake Suisse m'ont dit oui, mais vraiment par pure amitié pour me faire plaisir. C'était super sympa. J'avais également un pote et son collègue pour la partie orga sanitaire. J'avais mon frère pour mettre l'ambiance chez les Afghans. Mon frère est un artiste, c'est un acteur, pas encore professionnel, mais il pourrait largement l'être, je pense. Pas de bol, j'ai 2 orgas pour la partie orga sanitaire qui se sont désistés. Donc j'ai recruté une collègue qui était infirmière, qui a assuré la sécurité. Et pour tout le reste, on allait se démerder à 3. Et ça s'est plutôt bien passé à 3. C'est bien passé à 3, mais j'aurais aimé que ça se passe encore mieux parce que j'ai passé toute l'OP en train de conduire sur les chemins pour aller chercher les joueurs à gauche à droite. C'est pas vrai. À un moment, il y a des personnes qui t'ont relayé. Oui, heureusement que 2 personnes que je ne nommerai pas, qui s'appellent Xum et Artemis, ont vu mes difficultés, se sont dit: «Bon, on va lui filer un petit coup de main» et m'ont relayé. Donc merci beaucoup. Pour la 5e étape, les à côté. Ce qui est bien, c'est que avec la petite expérience opérationnelle que j'ai, je connais le nerf de la guerre. Donc il nous faut de quoi boire et surtout de quoi manger. Principe de base, pour éviter que les joueurs manquent d'eau, fournis-leur de l'eau. Donc le ravitaillement en eau, c'est un grand mouvement logistique de bouteilles d'eau de partout. Donc je me suis débrouillé pour que les joueurs aient de l'eau et également, ce qui aurait été bien, ça aurait été de montrer l'esprit convivial Airsoft Sud. Donc j'ai également organisé un petit repas pour fin d'OP pour ceux qui avaient envie, avec une bière offerte pour pousser tous les joueurs à se raconter leur guerre, se rencontrer, se découvrir. Pas que ce soit je viens le vendredi, je tire des billes pendant 42 heures et puis je me casse. Non. Et là, il y a des mecs, oui, qui ont pu se rencontrer, dire ah ouais, c'était toi, machin. C'était un petit peu comme si c'était une fin de dominicale géante. Ça, c'était super drôle.
Concernant les difficultés, ça va faire rire certains, mais j'ai pas eu de grosses difficultés. J'avais déjà établi des dates limites, donc que ce soit pour le terrain, pour le nombre de joueurs, ça a foutu les boules un petit peu à certains, mais quand on a atteint un certain nombre de joueurs, j'ai dit: «Banco, on poursuit l'OP quoi qu'il arrive». Pour certains matos aussi, il fallait, définir des dates limites et toute cette organisation était tellement calibrée que tout est rentré sans difficulté. Bon, il faut savoir qu'aucun plan ne résiste Au champ de bataille. exactement. Aucun plan ne résiste au contact avec l'ennemi. Donc désolé les gars, mais les joueurs sont l'ennemi quand tu es organisateur. C'est impressionnant. C'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est simplement que comme chacun y va de son petit truc, c'est un boulot de dingue orga. Surtout que j'avais 2 gars en moins et j'ai passé mon temps sur la route en tenant cette tablette à regarder vos évolutions sur la carte. Heureusement qu'il y avait Suisse et Snake qui étaient là. Suisse qui était, avec le chef ITF en train de pousser au cul pour que ça déroule et Snake qui lui, gérait, les Afghans qui vivaient leur meilleure vie. Je te l'ai déjà dit, mais heureusement que tu as pris le relais avec Exum pour m'aider, au moment où je commençais à calancher, après une très longue nuit de 45 minutes. On est arrivé quand même à faire suivre le scénar, mais de loin, vu qu'on avait donné toute liberté à tout le monde pour le pétarader, et ça, c'est arrivé très vite, hein. En 1 heure, le scénario était déjà pétaradé et il a fallu réagir là-dessus. Sachant que j'ai eu énormément de mal à contacter Corayol, j'ai pas pu les driver comme j'aurais voulu, ça c'est dommage, tu vois? Ça c'est mon regret, parce qu'ils n'ont pas pu prendre vraiment toute la dimension que je voulais pour eux. Mmh. Leur esprit y était, mais j'ai pas pu en faire, des mecs qui étaient craints par les Afghans et que certains Afghans auraient suivi. Comme j'arrivais pas à les contacter, c'était super compliqué de leur dire, «Ouais, bon écoute, tu as toute liberté, mais là ce serait bien que tu ailles au village afghan» pour montrer quelque chose et c'est un deuxième regret, j'étais tellement pressé par le temps, avec la mise en place des Afghans que j'ai pas pu briefer correctement. On s'était déjà briefé à l'avance, mais je voulais en rajouter une couche et leur montrer une boîte tactique avec tous leurs dossiers qu'il y avait dedans. Ils se sont servis, pas de problème, mais ils n'ont pas forcément trouvé les enveloppes avec des échéances dessus. J'avais mis des enveloppes avec, par exemple, des tracts Corayol à les mettre en disant que c'était les ITF qui avaient tué Abdullah Ali Khan. Ça, ils l'ont pas trouvé. Donc, ils n'ont pas pu l'ouvrir le vendredi soir à minuit. Ils n'ont pas pu aller les distribuer dans le village, les mettre un peu partout. Ils n'ont pas trouvé les fameux dossiers pour mettre la pression à Vanguard. Donc, quelque part, je regrette de ne pas avoir pu les briefer comme j'aurais voulu. Vous êtes bien adapté, vous êtes bien improvisé. Le fait d'avoir laissé carte blanche aux joueurs a permis de combler les quelques défauts. Je comprends ton regret personnel, vu de l'investissement que tu as mis dans la création du scénario. Mais pour le coup, ces choses-là, c'est pas des choses qui se sont ressenties forcément en jeu. Non, c'est la chance que j'ai eue en fait, c'est que c'est passé inaperçu parce que vous pouviez faire comme vous aviez envie. Donc les mecs voulaient péter un câble, aller tirer dans le tas, ils le faisaient. Mais ils avaient été prévenus qu'il y aurait des conséquences dans leur vie roleplay et qu'ils y allaient et qu'ils se faisaient détecter, qu'ils se faisaient reconnaître. Leur vie allait être merdique pendant les heures de jeu qui allaient suivre. Bon, il y en a un qui a bien tiré son épingle du jeu en faisant ça, et il est génial d'ailleurs. Mais ça, c'est mal terminé. Mais il était afghan et il a mangé un peu à tous les râteliers, mais également c'était lui qui était là le vendredi à midi pour me donner un coup de main et qui est resté jusqu'au lundi pour, m'aider à plier tout. Voilà, il se reconnaîtra. Les coms en airsoft, comme d'habitude, sont horribles. J'ai choisi un terrain génial avec 2 antennes 5G et je te le donne en mille, loi de l'emmerdement maximum. Une des 2 antennes 5G, Il y en a une qui pète. 2 secondes avant l'OP et ils sont venus la réparer le lundi matin. J'étais en train de plier le matériel et là le mec vient pour réparer. «Ah ouais, elle était en panne». On va pas épiloguer là-dessus quand même. On s'est bien débrouillé et comme dirait Clint Eastwood, on s'adapte, on improvise et on domine. Bon, à l'heure où on enregistre, ça fait un peu plus d'un mois que l'OP s'est passé. Quel rétex à 3 tu peux nous faire sur ton organisation? Sur comment tu as vécu cette OP? Je l'ai vécu, assez bien, malgré le petit moment de creux que j'ai eu le samedi parce que j'avais dormi 45 minutes. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Si je dois parler chiffres, on est à 16 ans de fantasme, 1 an de planif, 6 mois d'organisation, 42 heures de jeu prévu. L'organisation, l'idée c'était vraiment que les autres orgas qui venaient pour me faire plaisir, pour me filer un coup de main, viennent et mettent les pieds sous la table. Donc j'ai quand même pas mal passé de temps à tout planifier, à tout organiser, tout seul dans mon cerveau, à tout noter et cetera, pour préparer un produit fini. En gros, n'importe qui aurait pu prendre l'OP, en cours de route, tout était prêt. J'avais tout un canevas et cetera. Là où j'ai pas pris feu, mais ça a démarré, c'est le lundi. J'ai commencé à mettre en place le matériel que j'avais commandé 1 mois à l'avance. J'ai eu un énorme coup de main de ma femme, de mon frère et de mon oncle pour aller chercher à gauche et à droite. Mon oncle, pour ceux qui savent pas qui c'est lui qui a joué, le cadavre d'Abdullah Ali Khan. Et qui était très content de le faire. Il était mort de rire à la fin. Après, j'ai Snake qui est arrivé le mercredi. On a surtout asséché le stock de bière. Bon, on a bien avancé quand même. J'avais un pote de passage qui a bien aidé aussi à installer le matos et à assécher le stock de bière. Le vendredi midi, le joueur le plus énervant et sympa des Afghans, celui dont on a parlé, s'est amené lui pour filer un coup de main. Il m'avait prévenu à l'avance, j'ai vraiment apprécié le geste.
Donc le soir, on était prêts. Briefing, départ des Afghans, sauf le Crony qui était en vrac. Donc le pauvre Raven s'est tapé le passage Crony d'absolument tout le monde. Je lui ai pas encore filé, mais je lui dois un bon Red Bull bien, bien frais. Comment ça a déroulé? Donc le départ des Afghans, on est parti direction leur camp, je les dépose. Je file récupérer Corayol pour les installer à la grotte. Là, j'étais pressé par le temps, c'est le fameux regret que j'ai évoqué juste avant, parce qu'il fallait mettre en place la mort d'Abdul Wali Khan qui déclenchait tout. Donc je les ai pas briefés plus que ça, malheureusement. Comme Corayol n'est pas passé par le village, la reco ITF qui était en place tout autour du village et qui s'est planquée pendant 42 heures sous des guillis pour tout observer n'a pas pu avoir leurs photos. Donc ça c'était le groupe Rascal. Pas de photos, il a fallu improviser, donc c'était le bordel. Et tout était lié, mais c'était pas forcément interdépendant, ça c'est bien. Donc l'OP est parti, la mort d'Abdul Wali Khan en premier. Ensuite on a eu le premier contact ITF Corayol pendant une plombe pendant la nuit. Je les entendais brailler, moi j'étais en zone neutre, loin, hein, et je les entendais brailler contact, ça s'en mettre plein la figure. C'était absolument génial. Je voyais sur la carte qu'ils étaient en train de se battre au milieu des rochers. C'était top. Les mercenaires, bon, qui n'étaient pas en odeur de sainteté, il y a eu une longue préparation pour ça, c'était l'idée, et qui ont eu leur première mission à 5 heures du mat. Puis ensuite, les événements se sont enchaînés, il a fallu broder autour, il a fallu anticiper pas mal de choses, et c'est là que, heureusement, j'avais Suisse d'un côté, Snake de l'autre, les chefs de faction en eux-mêmes qui ont fait leur super taf, alors que tout le monde était crevé. Je suis allé au camp ITF à un moment, les groupes qui n'étaient pas d'alerte ou autres étaient contre des arbres en train de résorber complètement. On était samedi, il était 11 heures du matin. C'était un truc de dingue. Il faisait très très chaud. Il a fait 38 degrés, ressenti 60 000. Donc on a dû diminuer le rythme le samedi après-midi parce que si on voulait du jeu de nuit, c'était obligatoire. Et ça, si on l'avait pas fait, tout le monde était mort complètement le samedi soir. Déjà qu'on a eu un petit peu d'attrition, on a des joueurs qui sont partis le samedi soir en disant c'était génial, mais c'était vraiment trop dur. Si on voulait du jeu de nuit, il avait absolument fallu diminuer la tension. Donc on l'a fait sans hésiter, puisque derrière, on avait encore un objectif. Le jeu de nuit, certes, mais surtout un objectif final, le dénouement du dimanche matin. Il faut savoir que l'émir qui contrôlait Corayol, et c'est également lui qui a tué Abdul Wali Khan, le chef du village afghan, se fait toper le dimanche matin. Ça, c'était ce qu'on avait prévu, parce qu'il vit dans le village d'origine de son père. Bon, il s'est fait toper 2 heures plus tôt que prévu, comme d'habitude, hein, merci beaucoup, les joueurs. Donc Corayol a tout tenté pour le récupérer, c'était quand même leur chef suprême. Mais bon, ils étaient dimensionnés comme une guérilla, et tout était bien verrouillé, et surtout, tout le monde était en colère, les Afghans, les ITF, Vanguard, donc bon, Vanguard était occupé à faire d'autres activités a priori. Ils étaient partis piquer tout l'argent. Stop, c'est pas vrai. D'abord, on a abattu le serpent noir. Et ensuite, on est allé sur leur camp récupérer la drogue et tout l'argent qui avait circulé. D'ailleurs, Tiré par Panchoa. la seule bille qui a été tirée, j'étais explosé de découvrir que c'était pour tuer la HVT, la High Value Target de l'OP, quoi. Excellent. Ça, c'est le genre d'action que je veux dans les OP. C'est digne d'un film, c'est excellent. Donc, Corayol a tout tenté pour récupérer son émir, mais bon, ils sont 12, en face, t'as des mecs bien énervés, ils ont tout tenté, sans y arriver. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils y arrivent. Et on a fini là, à partir à 11 heures, donc 2 heures plus tôt. On a pu tous se rassembler à 13 heures, on a débriefé autour d'une bonne bière. On a pu remercier chaleureusement les propriétaires du terrain. L'ambiance du dimanche, une fois que tout était plié, que tout le monde se détendait et est venu s'installer sous le Barnum pour manger et boire un coup. Ah, ça, c'était vraiment super sympa. Ça. Elle était là, la rue. Voir tout le monde avec le sourire en train de boire sa binouse dans la convivialité, ça, c'était absolument génial pour moi. C'est un souvenir qui me quittera pas. Donc, je tiens à remercier les joueurs puisqu'ils ont plié tout le matos et ça a fait que le dimanche soir, j'avais tout redescendu de la montagne. Et ça m'a vachement bien aidé puisque dès le mercredi, j'ai pu partir en vacances, celle qui était prévue. Merci Dix pour ton retour. On a vu la partie orga. Je te propose maintenant d'écouter des micro-trottoirs que quelques joueurs nous ont enregistrés. Et bonjour, moi c'est Dorian de mon vrai prénom. Le nom de mon personnage sur l'OP c'est Otto Hermann Hortaon. J'étais en Feldjäger, c'est-à-dire policier militaire allemand, et j'avais le rôle de traducteur au sein des forces alliées avec le groupe Spartan. On était sous les forces régulières, hein, régies par l'armée. Cette OP a été pour moi fantastique à bien des égards, hein. J'aurais jamais cru faire autant de routes tout seul, puisqu'avant j'avais une équipe qui avait fait Champ de Pavot 1, Champ de Pavot 2 et j'avais pas pu venir malheureusement. Et je suis très content d'avoir fait Champ de Pavot 3. Ça a été très dur physiquement pour moi, même si je me remets en forme doucement, j'ai pas le physique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, que ce soit psychologiquement, physiquement. Enfin, les gars, vous avez tous été adorables. La partie a été géniale. J'ai adoré les séances d'interrogatoire, le roleplay des Afghans, le roleplay des miliciens, aussi le groupe de mercenaires
Bon, avec leur pick-up qui était bien sympa, l'évacuation en pick-up le soir parce que j'étais épuisé, puis on avait un gars avec nous qui était malade de l'équipe Spartan. Après ça, j'ai adoré les interrogatoires, hein, forcément, hein, jouant en allemand. Tout le monde m'a dit interroge-le. Bon, on a vu que menacer de couper des doigts, des trucs comme ça marchait pas. Mais leur faire prendre une douche, ça marchait. Si on sortait le savon, là, ils parlaient de tout. Beaucoup de roleplay, beaucoup de joueurs sympas, les attaques kamikazes de camions, c'était génial. Il y avait toujours quelque chose à faire et franchement, merci aux orgas, merci à tout le monde. C'était une OP fantastique. J'espère qu'il y aura un champ de pavot 4, que ce sera encore mieux en prenant les améliorations de tout ce qu'on a dit. Moi, ça a été quelque chose qui m'a remotivé dans ma vie, dans l'airsoft, dans tout. J'espère vraiment y revenir. Merci à tous les gars. Prenez soin de vous et encore merci. Jaeger 1, terminé. Salut à tous, moi c'est Grumpy et j'étais l'émir, le grand méchant de cette OP. À la base, tout le monde pensait que j'étais qu'un simple villageois, mais secrètement j'étais aussi le chef des trafiquants, et personne n'était au courant, ni même les membres de mon équipe. Je suis venu avec l'équipe de la TDT de Montpellier, qui est très habituée aux OP Afghanistan en tant que villageois et en tant que taliban. La structure du village était vraiment pas mal, parce qu'au début on pouvait trouver une énorme tonnelle au milieu du village avec table, chaises et eau quasiment à profusion, donc ça c'était génial pour le week-end qu'on a eu. J'ai beaucoup aimé tout ce que les joueurs ont pu apporter. Il y avait pas mal de tentes qui étaient un petit peu aménagées. On ne parle pas de maisons afghanes, mais quand même qui étaient un peu plus sympas que des tentes quechua. Les tenues étaient aussi très bien respectées. Le roleplay général des villageois avait une excellente base. C'était très très sympa. La seule grosse critique que je peux avoir dans le village, c'est le manque d'organisation de missions ou d'événements. Étant donné que nous on ne combattait pas, il fallait nous occuper d'une certaine façon. Dans la plupart des OP Afghans, on a beaucoup de missions qui sont d'aller voir l'OTAN pour demander des missions humanitaires ou d'aller trafiquer avec les talibans ou les trafiquants pour pouvoir obtenir de l'argent sale. C'est un exemple typique d'interaction entre les villageois et les autres factions. Les organes nous avaient dit qu'on avait une grande liberté d'action pour la création de nos propres missions, ce qui est génial quand on est habitué et quand on veut mettre notre pierre à l'édifice, mais plus compliqué quand c'est parmi nos premières OPRP, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Alors il y a eu d'excellentes histoires menées par les joueurs, principalement des tentatives de meurtre ou des corruptions et des trafics, mais il aurait fallu un organisateur qui puisse faire des missions plus complexes avec les autres factions, des choses un peu plus longues que des petites histoires créées par un ou deux joueurs. Enfin pour le rôle de l'émir, c'était très très marrant de jouer les grands méchants, les trafiquants ont fait tout ce qu'ils ont pu pour suivre mes projets d'invasion du village et trafic et machin, et tout a foiré, mais ils m'ont suivi jusqu'au bout, ils ont été géniaux. Les villageois ont réussi à m'arrêter au pire moment de l'OP lorsque j'avais un sac à dos rempli d'argent à pas savoir qu'en faire. Ils m'ont fait un procès qui était top, ils m'ont fait un passage de tabac qui était très rigolo, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, ça a été très 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 sympa. Pour finir, je voulais encore remercier Lorga qui a fait un énorme boulot sur cette OP, je sais qu'ils en ont chié un long moment. Tout le monde a été super cool et j'ai hâte de les revoir sur une prochaine OP. Bonjour à tous, moi c'est Birdie, le second de Nasty du groupe NSF, présent à Champ de Pavot 3. Cette OP fait partie de mon top 5. L'orga a été top du début à la fin, malgré une petite faiblesse à un moment donné en milieu d'OP où je pense que les conditions météo avec les températures ont mis les orgas à rude épreuve. Le terrain est tout simplement magique. Les phases de RP avec les villageois afghans sont tout aussi mémorables. Un premier accrochage de nuit qui a été aussi hyper intense avec des factions de coraïol tout aussi mémorables. Une cohésion de groupe du début à la fin. Pour ma part, juste un tout petit bémol sur la phobe qui comprenait, je pense, quelques faiblesses en termes de réalisme. Mais sinon, mis à part ça, vraiment un excellent moment passé en la compagnie de tous les joueurs, sans accroc majeur. Une grosse régalade. Salut à tous, moi c'est Archibald. J'étais déjà joueur lors de l'annonce de Champ de Pavot 1 et 2, et je n'avais pas pu être présent sur ces événements-là, malgré mon envie d'y être, parce que je m'étais engagé sur d'autres événements. Champ de Pavot 3, c'est un peu une revanche sur ces actes manqués. Donc Champ de Pavot 3, j'y étais avec 2 autres copains. On a choisi d'aller dans la faction villageois afghans. Ce sont généralement des factions dans lesquelles il y a beaucoup de roleplay. C'est le roleplay qui nous donne envie de nous déplacer quand même sur ce type d'OP. Avec un thème, avec plusieurs factions, etc. Toutes les consignes étaient super claires avant qu'on parte. L'orga avait fait un travail de communication carré, ce qui nous a permis d'arriver à l'endroit prévu, qui était pourtant pas évident à trouver sans consigne. L'accueil était nickel, on nous a tout de suite donné les consignes, où se garer, que faire, à quelle heure être prêt, carré l'accueil, c'était top. Donc là évidemment, on arrive au parking, on voit les copains de différentes factions, des copains dont on savait même pas la venue, mais également des vieux airsofters, je pense à X-Man en Suisse. Donc un accueil vraiment au top. Suite à ça, l'orga nous demande de nous préparer
et il nous embarque à l'arrière de son pick-up pour aller directement en direction du village afghan. Nous voici engagés sur des petites routes très peu carrossables au milieu de champs, et on se demandait si c'était pas le fameux coxage qui avait été promis qui commençait direct. Et au bout de 10 minutes, nous voici arrivés dans une petite enclave au milieu d'une forêt entourée de pins et de reliefs. C'était tout à fait charmant comme endroit. Ça avait été préparé, ça avait été tondu, donc c'était nickel. On a pu poser nos tentes, parce qu'on avait ramené des grandes tentes, notamment une tente médiévale et une tente militaire pour faire un peu de structure dans le village. Et pas mal d'autres villageois avaient fait la même, donc au final ça ressemblait à un petit village afghan. Le temps de montage a été un petit peu long, puisque l'idée c'était quand même de se mettre bien, donc on avait ramené pas mal de décors, des tapis, des sièges, des bancs, des lits de camp, et j'en passe. Tous les villageois afghans sont venus dans le même esprit, et donc avaient ramené pas mal de décorums, donc ça a vite ressemblé à quelque chose. Suite à ça, le soir étant venu, on nous a annoncé que l'OP commençait. Il s'est fallu peu de temps avant que le jeu de rôle ne se mette en place, et tout de suite, le chef du village, qu'on n'avait pas encore rencontré, est arrivé dans le village à l'arrière d'un pick-up en hurlant que son père était mort. Et effectivement, il y avait une personne à l'arrière du pick-up qui jouait le père de notre chef de village, Maxoud. Et tout de suite, ça nous a mis dedans. Et là, se sont mis en place des clans dans le village qui ont tout de suite créé de la profondeur dans le scénario et dans le jeu de rôle. Tout ça pour dire que l'immersion dans le village était vraiment intéressante et c'était l'objectif puisque toutes les personnes qui étaient là, qui avaient choisi la faction villageois afghan, clairement, on n'était pas là pour faire de l'airsoft à proprement parler, quoi. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait faire très peu d'airsoft de pistolet à billes, mais qu'on allait surtout faire du jeu de rôle. Franchement, j'ai pas fait une OP d'airsoft, j'ai fait un GN, un jeu de rôle grandeur nature. Enfin, le lendemain matin, on s'est directement réveillé avec une faction de mercenaires, donc la vanguard qui a déboulé dans le village pour je ne sais quelle raison, et j'avais pas vraiment à savoir. Après, ça a mis tout de suite dans le bain, au réveil. J'ai mis mon pacol sur la tête et je suis sorti de ma tente. Et je suis tombé sur un gars en mini-mi qui m'a tout de suite mis dans l'ambiance, à qui j'ai offert le thé parce qu'après tout, quitter à être copain avec quelqu'un autant que ce soit avec. Se sont déroulés ensuite plusieurs événements. Je rentrerai pas forcément dans les détails pour rester le plus concis possible, mais des événements qu'on peut attendre sur une OP d'airsoft thème afghan qui se veut réaliste. Donc il y a quand même eu pas mal d'intrigues dans le village entre les clans qui étaient dans le village. Tout le monde travaillait ensemble, mais les clans étaient un peu méfiants des uns des autres, dont un clan dont je tairai le nom pour pas avoir de représailles durant mon sommeil, qui était plus suspect que les autres. On a aussi beaucoup coopéré avec des sections de l'ITF, Mr. Dwight si vous m'entendez, cœur sur vous, et c'était vraiment super immersif, c'était très très cool. On a eu l'occasion d'ailleurs de se rendre à la FOB, nous qui venions de faire 24 heures de roleplay afghan dans le village un peu en milieu clos, dans une bulle. C'est vrai que ça a été un peu délicat, dans le sens où le RP n'était pas forcément au rendez-vous sur le camp ITF quand on y est arrivé. Je vise personne, hein, chacun fait de son mieux et c'est très bien. On a un peu pris une douche froide quand on arrivait avec nos accents, nos bâtons pour marcher, nos peaux de chèvre sur les épaules, etc. Et qu'il y avait personne pour nous accueillir. On a marché jusqu'au QG, on est rentré dans le QG et il y avait des gars qui dormaient par terre, ce qui aura valu d'ailleurs quelques blagues de bon goût de notre côté. On a fait pas mal de shura dans le village afghan, donc les shuras ce sont les rassemblements pendant lesquels on traitait les affaires internes mais aussi les affaires externes. Donc par exemple, il y a un villageois qui avait beaucoup d'argent et donc qui était accusé de trafiquer, etc. Donc il a fallu qu'on règle ça entre nous et c'était super intéressant dans le sens où il y avait quand même une approche un peu traditionnaliste du traitement de ces affaires, mais il y avait aussi des clans qui étaient plus versés dans une approche plus progressiste, et donc qui étaient plus indulgents, plus compréhensifs, qui étaient moins tranchés dans leurs décisions. Et c'était super intéressant parce que ça laissait place à des débats complètement roleplay, dans lequel il fallait aussi exprimer son point de vue de joueur. Et tout ça sous le couvert du personnage. Donc ça donnait lieu à des échanges super riches, super intéressants, et toujours dans le bon esprit, dans le partage et dans la bienveillance. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette faction afghane. J'ai fait plusieurs OP en villageois afghan, et c'est clairement dans celle-là où je me suis le plus épanoui, humainement parlant. Je me rappelle d'une phase où on avait bien sympathisé avec une section de l'ITF qui était plutôt orientée force spéciale et qui était très dans l'esprit, gagner les cœurs et les esprits justement. Donc ils nous ont beaucoup aidés, que ce soit sur monter la garde autour du village, parce que nous on n'était pas armés, on n'était pas censé l'être en tout cas. On apprendra par la suite que nos ancêtres l'étaient, donc nous aussi, par succession. Ils ont accepté de nous protéger, notamment des trafiquants afghans, qui eux étaient un peu sans foi ni loi, n'hésitaient pas à pratiquer le meurtre, etc. Ça s'est super bien passé avec cette section-là, avec qui on a déployé beaucoup de roleplay, et qui ont, pour l'exemple, gardé
et protéger le village toute la nuit du samedi au dimanche, en sachant que l'OP avait commencé le vendredi. Ils n'ont pas dormi de la nuit du samedi au dimanche pour nous protéger. Je vous assure que sur cette nuit-là, j'ai vraiment super bien dormi, quoi. Donc merci à eux en RP et même en HRP. C'était très cool de leur part. Ce que je retiendrai de cette OP, c'est une organisation carrée qui a su correctement mettre pour moi le curseur entre un mystère pour laisser la place aux surprises et suffisamment d'infos pour qu'on puisse s'organiser et se déployer dans le jeu. Une oreille attentive aux joueurs, toujours une réponse aux questions qu'on posait, super bienveillant, donc vraiment très très cool. Merci beaucoup aux orgas. Ce que je retiens également, c'est un terrain splendide, un des plus beaux que j'ai pu parcourir, et un des plus adaptés aussi. Le terrain était gigantesque. Pour 80 personnes, c'était peut-être même trop, c'est-à-dire que le terrain était si grand que ça pouvait limiter finalement les interactions. Je garderai aussi en mémoire l'assaut le dimanche matin qui a été fait sur le village par Corayol, on va dire les méchants de l'histoire, et l'ITF qui arrive juste à ce moment-là, et Vanguard pour nous protéger. Et je vois aussi tous les camarades villageois afghans qui sortent une AK plus ou moins vétuste de sous un tapis, de sous leur tente. C'était vraiment très drôle. D'un coup, voir tous les villageois qui ont marché pendant 2 jours avec une canne, hein, ça me faisait un peu penser à Yoda qui marche avec sa canne et d'un coup il sort son sabre laser et il rigole pas du tout, quoi. De voir tous les copains monter à l'assaut, l'ITF et la Vanguard, c'est super chouette. Ce que je trouve aussi super cool, c'est qu'à la fin de l'OP, il y a eu un moment repas prévu par l'orga où tous les joueurs se sont rassemblés et c'était un moment super intéressant où les masques tombaient, où les costumes tombaient et là on n'était plus que des joueurs, peu importe la faction, et c'est super agréable de retrouver les copains, serrer des mains, rencontrer des personnes dans un cadre hors jeu autour d'un repas qui était très cool avec des boissons fraîches. C'était super agréable, merci beaucoup à l'orga. Tout ça pour dire que pour moi, Chant de Pavot 3 a été une super expérience. S'il y a une suite à Chant de Pavot 3, j'en serai. Clairement, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un super moment. Et un grand merci à tous les joueurs qui étaient présents, toutes les joueuses, tous les PNJ, évidemment tous les orgas. Un grand merci au propriétaire du terrain qu'on a eu la chance de rencontrer, qui était super sympa. Et voilà, merci à tous. Salut, c'est Panchoa. Le personnage que je jouais, c'était Félix Larochelle de la faction Vanguard, équipe de mercenaires, composée de 8 personnes. Notre rôle pendant toute cette OP, c'était principalement faire un petit peu de renseignements auprès des différents camps, notamment le camp afghan, mais aussi tout ce qui est un peu plus moralement non acceptable pour une équipe comme les ITF qui jouaient les Américains. C'est-à-dire que nous faisions tout le transport d'argent entre le camp américain et les Afghans, nous pouvions escorter des personnes, etc. Mais surtout, notre but qu'on aurait espéré, c'était de pouvoir abattre certaines cibles bien particulières, ce qui n'a pas trop été le cas au final pendant l'OP. Par contre, ce que nous avons fait en tant que bons mercenaires, nous avons réussi à récupérer toute la thune possible et imaginable cette OP, que ce soit déjà par les missions que nous faisions, donc nous étions payés pour tout ce que nous avons fait. Nous avons piqué la thune directement dans le camp des ITF, parce que leur camp n'était pas gardé, et en fin d'OP, nous avons fait un grand raid directement dans le camp Corayol, qui était le camp des trafiquants, pour récupérer aussi bien l'argent que la drogue que nous avons après ramené au camp ITF. Le maître mot de cette OP, c'était le roleplay. C'était vraiment très très chouette. Il y a quand même des personnes qui étaient vraiment très impliquées là-dedans. Je pense surtout au camp afghan qui nous ont accueillis divinement bien, qui jouaient vraiment très très bien le RP. C'est-à-dire que d'abord, ils étaient très méfiants vis-à-vis de nous. Ils ne savaient pas qui nous étions, mais nous avons 2 personnes qui ont bien négocié avec eux et à la fin, nous étions un peu devenus leurs amis. Donc on pouvait rentrer chez eux quand on voulait, on se faisait offrir le thé, etc. C'est vraiment une ambiance assez incroyable. Côté Corayol, le RP était de mise aussi, avec un serpent noir qui était absolument ignoble et infâme. C'est-à-dire qu'il nous a bien fait chier tout le long, assez hautain, enfin un personnage exécrable, mais qui a très bien joué son rôle, et ça c'était vraiment top de l'avoir croisé, et notamment quand j'ai réussi à l'abattre à la fin de l'OP, nous avons fait en sorte de l'extraire, et finalement nous l'avons juste abattu sommairement. Là où le RP était un petit peu moins positif, c'était côté ITF. Certaines personnes ont joué le jeu, je pense notamment à la squad November que nous avons croisé, c'était chouette de les voir, d'autres personnes aussi, mais une partie des ITF par contre qui n'étaient pas trop dans le roleplay, c'est ce qui a manqué là-dedans. Autre point qui était un peu négatif à mes yeux, c'est que certaines personnes n'étaient pas très très impliquées dans le lore de l'OP, dans l'OP en elle-même, c'est-à-dire que nous avons eu des confusions sur notre rôle en tant que mercenaires. Nous étions avec les ITF pour faire différentes missions. D'une part, il y a une bonne partie qui ne savait pas qui nous étions, qui ne savait pas quel rôle nous avions, c'est-à-dire que ça a posé des soucis, dans le sens où, comme nous sommes revenus avec les Corayoles juste derrière nous, parce qu'on s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et donc on s'est retrouvé enrôlé par les Corayoles, les ITF nous ont tout simplement tiré dessus en pensant que nous étions contre eux. Ça arrive, mais c'est pas grave. Mais quand au briefing, leur commandant indique que nous sommes avec eux pour les aider, etc.,
et ça la fout un petit peu mal. Également, c'était prévu que nous jouerions pas mal de nuits sur certaines missions bien particulières, et nous sommes restés plus en stand-by qu'autre chose. C'est un peu dommage. En tout cas, ça n'a pas empêché qu'on a passé une super OP. C'était quand même assez incroyable, le terrain était magnifique. Très bon souvenir avec ce groupe de mercenaires, une équipe de bras cassés, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que je donnerais pour rejouer avec eux, en tout cas. Je tiens à vraiment remercier les orgas pour tout ça, notamment Dixman, qui a fait une OP incroyable avec tous les autres orgas. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont joué le RP et qui ont fait que cette OP était une réussite aussi. Et puis, même s'il n'y aura pas de Chant de Pavot 4, j'ai hâte de pouvoir nous refaire une OP comme ça. Merci pour tout, et puis Panchoa out. Chant de Pavot 3, pour moi, c'était une première. C'est la première fois que je fais une OP 3 jours. J'avais déjà fait 2 jours, mais c'est la première fois que je faisais 3 jours. J'appréhendais pas du tout, mais j'ai quand même été agréablement surpris. Je trouvais ça très très chouette. Pour moi, il y avait que des bonnes idées dans l'OP. C'est vraiment le point positif. Le fait qu'il y ait plusieurs factions, 4, pas juste 2, avec des factions qui ne sont pas nécessairement désignées comme ennemis dès le départ. Alors, il y avait 2 factions qui étaient ennemies dans le tas, les Corayol et les Américains, l'ITF. Mais le fait qu'il y ait plusieurs factions avec beaucoup de liberté autour, j'adore ça. Même en dominical, j'ai tendance à aimer les parties où il n'y a pas juste un contre un, où c'est plusieurs équipes qui s'affrontent avec des intérêts différents. C'est ce qui a fait la force de l'OP, le fait qu'il y ait 4 factions différentes. Ensuite, l'autre point, c'est le roleplay. Le roleplay des Afghans était exceptionnel. Corayol très très bien aussi. Moi, je me suis éclaté en tant que mercenaire. J'étais donc chez Vanguard. Alors, l'ITF était un peu en dessous. Il y a eu beaucoup de plaintes là-dessus et de retours comme quoi ça dénotait avec le reste des joueurs. C'est à la fois un point négatif et un point positif, dans le sens où c'est vraiment devenu le running gag du week-end. Et maintenant, avec le recul, je trouve que ça n'a pas été tant un problème que ça, parce que ça nous a quand même fait rire. Est-ce que ça aurait été mieux s'ils avaient été meilleurs en roleplay? Peut-être, mais à froid, j'en retire pas un point négatif. À chaud, on a malheureusement souffert parfois de leur incompétence. J'en garde un souvenir rigolo quand même. Le lieu vraiment incroyable. Je m'attendais pas à ça non plus. J'étais jamais allé dans ce coin-là. Le terrain était gigantesque. Le cadre était magnifique. Rien que d'être dehors, sans accrochage, sans scénario, rien que d'être dehors dans ce genre d'environnement, c'était cool. L'organisation, ils ont fait un taf de malade mental. Ils étaient 3. Ils ont vraiment géré. L'organisation était au top. Il y avait toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l'OP. Il y a eu quelques blessures. Elles ont toujours été prises en charge. Il y avait quelqu'un de la protection civile qui était là. C'était vraiment carré. J'ai trouvé ça super bien. Concernant l'histoire, j'ai trouvé ça cool parce que chaque faction avait vraiment son histoire et ils sont restés assez vagues sur l'histoire générale. C'est ça qui est cool. Chaque faction avait des directives, avait une histoire à respecter, etc. Personne n'était au courant de qui avait quoi. En tout cas, moi, je suis arrivé là et j'étais absolument pas au courant de ce que les Afghans devaient faire, ce que les Américains devaient faire, etc. Globalement, les seules informations générales qu'on avait eues, c'était il y avait les Afghans, il y avait Corayol, il y a les Américains. Corayol et les Américains, ils sont chacun là pour se défoncer la tronche. Et nous, on est qui paye le plus aura nos services. On n'avait pas plus que ça en fait, et j'ai trouvé ça très très chouette. J'ai trouvé ça très très chouette d'être largué là-dedans, avec chaque faction qui était au courant de ce qu'elle devait faire, mais personne n'était au courant de tout ce qui devait être fait en général. Ça c'était chouette. Petit bémol en termes d'histoire, l'utilisation parfois invasive de nos données personnelles. Et rien de grave, rien de très important, mais c'est vrai qu'entendre des noms de gens qu'on connaît en plein milieu d'un RP, c'est un peu bizarre. Parfois, ça peut être un peu mal interprété, surtout qu'on n'a pas été nécessairement prévenu. Petit dernier retour négatif, la gestion du sommeil. Alors, je sais qu'on va pas dans ce genre d'OP pour dormir toutes les nuits peinard, tranquille, et c'était pas mon but. Juste le dernier jour, il y a pas mal de gens qui ont fait quand même pas mal de routes pour venir. Il faut pas que la gestion du sommeil le dernier jour soit trop impactée, histoire de pas s'endormir sur l'autoroute. C'est une histoire de sécurité après le jeu. Il faut pas oublier qu'après le jeu, on doit rentrer chez nous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont très très peu dormi. C'est pas super responsable de prendre le volant après avoir peu dormi, en fait. Donc peut-être une piste d'amélioration pour les prochains, réserver une nuit de pause complète pour la dernière nuit, histoire que les gens puissent conduire en toute sécurité pour rentrer chez eux. Ensuite, en termes de jeu pur, pas un seul souci de fair play, que des très bons joueurs, que ce soit en face comme avec nous, des joueurs sympas, il n'y a pas eu de dérive, il n'y a pas eu de problème. C'est la partie la plus longue que j'ai faite, c'est la partie avec le moins de problèmes que j'ai faite, en termes de jeu pur airsoftien. Je tiens à féliciter mes compères de chez VTS, tous des joueurs expérimentés et excellents, ça a extrêmement bien marché alors que c'était pour certains la première fois que je jouais avec eux. Je me suis jamais aussi bien senti dans un groupe de joueurs, c'était génial. Bonjour, donc Argel, j'ai joué Pamir sur cette OP Chant de Pavot 3, première OP de ce thème-là pour moi. On est arrivé le vendredi soir avec assez peu de connaissances de qui faisait partie de Corayol, de Punenavaz avant le début de l'OP. Donc l'OP commence sous le coup de 18-19 heures. On est emmené en camion à l'emplacement du village de Punenavaz.
On s'installe, il y a une excellente ambiance, c'est un point à souligner. Le village afghan a fait un effort, en termes de background, absolument génial. Il y a eu, des tentes, barnum et cetera. On avait un groupe électrogène pour l'électricité, une musique d'ambiance, des tapis, des tenues, en accord. Le premier événement roleplay qui a marqué cette soirée-là, c'est la mort de Abdul, qui était notre chef, sur ce village afghan. Abdul meurt, c'est vécu comme un drame par les Afghans. Plus tard, dans la soirée, quand ça s'est légèrement calmé, on remarque, des présences ITF autour du camp qui ne sont pas agressives, mais l'ambiance étant déjà tendue, qui rendent l'atmosphère assez explosive. Donc on a l'arrivée d'un traducteur, Hortaon, moi-même étant traducteur également, pour le compte des Afghans. On discute, ils essayent de connaître notre situation, ils sont plutôt compréhensifs. Plus tard, on va avoir des mouvements dans la forêt qui ne sont pas, compréhensibles, donc à ce moment-là, il est 22-23 heures. On ne sait pas quel camp c'est, à ce moment-là, on pense que ça peut être Corayol et cetera. Donc, un peu, dans cet esprit-là de défense, on fait, des rondes avec, 4 ou 5 villageois qui se relaient, donc, on allait se réveiller et cetera. Moi, vers 2 heures du matin, j'ai un cher camarade qui ne dort pas non plus et je ne dors toujours pas. Donc on décide de partir un peu explorer aux alentours puisqu'il n'y a plus de mouvement autour du camp. On se sent très isolé, très loin et très exposé dans cette cuvette qu'est le village. Donc on décide de partir à la lumière de la lune, avec une superbe pleine lune. On fait le tour du terrain de l'OP, donc à savoir 150 hectares à pied, c'est assez important. Donc on fait tout à pied dans le silence, le plus absolu et sans lumière, jusqu'à 3 heures du matin, tomber sur un affrontement qui se passe entre Corayol et ITF. Donc on le comprend assez vite. À savoir qu'on a failli se faire attraper par, Corayol sur cet affrontement-là, qu'au niveau du cercle de pierre qui est leur avant-poste, allongés par terre. Ils sont passés à 2-3 mètres de nous avec les lampes, sur nous. Après ça, on décide de rentrer par la route la plus courte parce que je commence à être très fatigué et mon camarade aussi. On passe devant l'avant-poste de Corayol. On sait qu'ils nous voient, on décide de pas engager puisqu'on se montre pas agressif et qu'on n'a pas réellement de visuel. On sait qu'ils sont là sans avoir réellement de visuel. On marche, on arrive vers le camp ITF, sans le faire exprès, c'est-à-dire qu'on tombe sur un ITF en train de dormir dans son hamac. On pose les armes, on s'annonce, ce à quoi on nous répond: «Oh ta gueule, je dors». Grand moment, beaucoup de rire à ce moment-là, même hors RP. Donc on se présente à la patrouille ITF qui finit par nous remarquer, dans leur certaine incompétence et qui décide, donc, de nous mettre à genoux, de nous demander ce qu'on fait là, de, checker la présence d'armes sur nous et cetera. Donc après moult débats et engueulades, RP avec l'ITF, ils décident de nous ramener au village avec une compensation financière qu'on a gagnée, qui est très bien accueillie par le village. Ce qui est moins bien accueilli par le village, c'est mon retour, puisque en tant que grande gueule et avec une certaine envie de combattre Corayol et de s'affirmer face à l'ITF, c'est assez mal pris. C'est-à-dire qu'il y a des villageois qui arrivent à me faire passer comme traître ou en tout cas déstabilisateur. Dans un esprit RP, je décide à ce moment-là de partir du village avec quelques affaires, donc c'est-à-dire une de mes 2 AK, de la nourriture pour 24 heures et de l'eau. Donc à ce moment-là, il est 7 heures environ. Je me mets le village à dos, je pars tout seul à travers la carte et puis j'appelle Discman parce que l'OP devait pas tourner comme ça. Lui il me renvoie vers Corayol. Donc je fais à nouveau cette carte à pied, j'ai toujours pas dormi, toujours pas reposé, donc c'était assez long. On arrive à peu près au milieu de la carte, c'est-à-dire proche du camp ITF sur un axe principal. Je me fais à nouveau capturer par l'ITF qui me demande de rentrer chez eux. À ce moment-là, je croise Thorn qui ne peut toujours pas me blairer puisque je me suis engueulé avec lui le matin même. Et Thorn, ce chef ITF, donc décide de fouiller mes affaires et on s'entend assez peu. Ensuite, avec l'accord de Suisse, on décide que le point de rendez-vous que je devais rejoindre pour Corayol, donc sans que les ITF et nos chers mercenaires le sachent, ce camp, je devais le rejoindre accompagné, donc je le rejoins accompagné par les mercenaires. C'est là que je fais la connaissance de cette joyeuse équipe de Toulousains qui a été fantastique de A à Z. C'était un bon moment, même hors RP, c'était un bon moment, ils ont été très cool. On nous emmène tranquillement vers ce point de rendez-vous, on sait pas ce que c'est. Donc l'extrémité de la carte, la caverne, le campement de Corayol. Quand on arrive là-bas, on croise les Corayol de retour de patrouille, donc dans un moment assez lunaire. Moi, en tant que traducteur, je m'interpose entre les 2 camps, on discute, on finit par partager un bout de chemin ensemble et par boire de l'eau ensemble. Ils décident de pas nous emmener à la caverne, à cause de la présence, des mercenaires et puis, on est emmené vers, l'avant-poste, le cercle de pierre que j'avais vu la nuit précédente. À ce moment-là, tout va très vite. Legio, le chef Corayol, décide de mettre en joue les mercenaires et de les forcer à attaquer le campement ITF avec nous derrière. Une stratégie qui paraissait assez incohérente, mais qu'on a fait quand même. C'est un assaut qui a été un échec. On a eu des pertes. J'ai été touché une fois, puis traîné et soigné plus loin. À ce moment-là, il y a
plus rien, même à l'avant-poste Corayol. En tant que simple villageois afghan qui était un peu excommunié de mon village, je décide quand même d'y retourner puisque j'ai très faim, j'ai très soif. On n'a pas de ressources à ce moment-là. Je me suis toujours pas réellement posé depuis le vendredi midi en fait, puisque j'étais déjà des semaines à ce moment-là. Et donc je retourne au village afghan pour aller chercher de la nourriture. J'arrive, je pose les armes, je discute même pas avec les villageois afghans, je m'assois, je vais juste manger. Évidemment, ça me vaut un conseil des anciens, donc les villageois afghans toujours très roleplay décide d'invoquer un conseil des anciens. Ce conseil-là, il décide de m'emmener prisonnier à l'ITF. C'est-à-dire qu'on estime que j'ai parlé avec trop de factions différentes, on n'a pas prouvé mes liens avec Corayol, mais on sait qu'il y en a. Donc on m'emmène chez les ITF, les mains liées, et avec juste mon sac de couchage et mon sac à dos. À ce moment-là, il est décidé par notre très cher ami Thorn de m'exécuter. Thorn qui a eu un vrai craquage nerveux sur ce coup-là et qui a eu du mal avec mon roleplay, ce que je peux tout à fait comprendre. Je suis exécuté par le sniper de notre très chère équipe de Toulousains, des mercenaires avec qui j'ai passé un bon moment pourtant auparavant. Et le personnage de Pamir meurt. Donc le personnage de Pamir meurt samedi soir. On décide à ce moment-là de m'envoyer à Corayol avec un nouveau personnage, donc je change de tenue, j'en avais une arabe, et je suis emmené au camp Corayol, enfin plutôt j'y vais tout seul à la tombée de la nuit. Eux m'accueillent à bras ouverts, il y a déjà une scission qui s'est faite entre les deux parties du camp. C'est très compliqué à ce moment-là, parce que Corayol vit en deux groupes distincts. Un groupe qui a un équipement qui est assez moderne, qui est peut-être un peu hors du cadre de l'OP malheureusement, même si les joueurs ne sont pas pour autant mauvais. Et un autre groupe, donc avec une joyeuse bande de rebelles, qui est tout à fait dans le thème de l'OP, qui ont des répliques qui sont cohérentes, etc. Et qui, eux, m'accueillent. Donc je défends le soir le campement, qui est pris d'assaut par les ITF. On dort avec eux, et ces chers gars de Corayol. Le lendemain matin est décidé du coup le dernier assaut, qui est l'assaut du village afghan. Assaut durant lequel je me fais tuer par un villageois afghan que je connaissais auparavant, du coup, un ancien collègue. Je me fais exécuter, mais par hasard ou par bonheur, je ne sais pas, je croise l'émir qui se révèle à moi dans ce moment-là, qui demande à ce qu'on me soigne, et qui ensuite court de l'autre côté des lignes ennemies pour rejoindre Corayol. Donc moi je suis sauvé, je combats à nouveau, j'ai descendu plusieurs membres de l'ITF, dont Suisse et son escorte. Je suis ensuite tué par un membre de l'ITF puisque je suis dernier, j'ai plus de munitions, plus rien et je suis tué et terminé au sol par un membre de l'ITF, ce qui est capturé en vidéo d'ailleurs. Donc à ce moment-là, l'OP se finit pour moi. On est dimanche midi environ, pas loin de la fin de l'OP. Donc je vais m'asseoir au camp afghan et j'assiste à la fin du camp afghan avec tous les retournements de situation qui y vont. Les points que je peux souligner, moi, vis-à-vis de cette OP, c'est le roleplay qui a été très important avec les mercenaires, avec une partie de Corayol, qui ont parlé avec l'accent tout le long, ce qui était à mourir de rire, et ils ont été juste géniaux d'un point de vue roleplay. L'autre partie, celle avec Legio, était beaucoup plus compliquée, dans le sens où les stratégies n'avaient pas vraiment de sens. La compréhension était très difficile, c'était assez confus, les ressources étaient minces, et on aurait dit qu'ils n'étaient pas vraiment préparés à ça. Le camp afghan, meilleur joueur au fond, hein. Ils ont permis plusieurs retournements de situation, il y a eu des traîtrises, des gens qui ont été suspects sans vraiment être traîtres. Des histoires que je ne peux pas raconter aussi, mais qui ont été à mourir de rire. Et évidemment, Hortaon et les quelques ITF qui ont vraiment joué le jeu ont été un point positif énorme sur cette OP. De manière générale, le fond reste Dixman, le scénario qu'il a prévu. Tout s'est plutôt bien déroulé. Le seul bémol à mettre est vraiment sur l'éloignement de Corayol par rapport au village. C'est-à-dire qu'il y a eu assez peu de relations. Corayol était une menace qui était très lointaine. Le village a beaucoup conversé avec l'ITF au final. Et ça a pu paraître décousu à ce moment-là. Donc c'est le seul point qui est, je trouve, regrettable. De manière générale, ça a été quand même une excellente OP. Le roleplay était très respecté. Hors RP, ils ont tous été super agréables. C'est une OP qui était épuisante et tout le monde s'est montré plutôt à la hauteur. Et encore une fois, je remercierai jamais assez les mercenaires qui m'ont accompagné dans ce chemin à pied pour finir par m'exécuter quelques heures plus tard au pied d'un arbre. Je remercie beaucoup Disman et les équipes présentes sur cette OP-là. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de propos. La reconnaissance arrive également un mois plus tard. J'avais coutume de dire que ce que je voulais, c'était que les joueurs s'en rappelleraient sur leur lit de mort. Bon, c'est pas dit qu'ils s'en rappellent eux sur leur lit de mort, mais moi je me rappellerai, ça c'est certain. Merci Dix. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de Chant de Pavot 3? J'espère que vous avez pris votre pied à jouer à Chant de Pavot 3 autant que moi je l'ai pris à organiser ça pour vous. C'était un vrai plaisir. Merci à tous de votre participation. Et j'espère vous retrouver peut-être pour de nouvelles aventures en tant que joueur.
Et Orga, c'est pas gagné, hein, parce que vous m'avez fatigué, bande de petits bâtards. Merci Dixman d'avoir partagé ce retour d'expérience sur Champ de Pavot 3. Bien entendu, nous, on va te suivre de près pour savoir quels seront les futurs OP que tu vas organiser parce que tu n'en resteras pas là et on en est certain. Si, chers auditeurs, vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager et à rester à l'affût des futures sorties de Airsoft Sud Vintage. Vous voulez mon divorce, en fait. À la prochaine!